Mesdames les ministres, Madame la présidente de l'INCa, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs, je remercie d'abord le recteur de Paris de nous accueillir dans l'une de ses nombreuses dépendances et de donner un caractère universitaire à notre rencontre. Je m'adresse à vous pour parler d'un sujet où la parole politique est toujours empreinte de gravité, d'humilité, lorsqu'elle aborde les aspects les plus intimes, les plus douloureux de la vie de chacun d'entre nous. Et le cancer fait partie de ces sujets-là. Le diagnostic, au moment même où il est formulé, révélé, bouscule, bouleverse l'existence de celui ou de celle qui l'apprend et la vie de ses proches. Il crée un avant et un après l'irruption de la maladie. 5 millions de familles en France sont confrontées à cette situation et savent tout cela. Elles savent que le cancer, c'est l'inquiétude, c'est l'incertitude, c'est la solitude, mais c'est aussi l'espoir. Car cette épreuve, aujourd'hui, est devenue celle de la durée. Elle peut s'étendre sur des années, au cours desquelles les rémissions et les angoisses se succèdent. Épreuve humaine, épreuve physique, psychologique, familiale. Le cancer est aussi l'un des plus grands enjeux de santé publique pour notre pays. Il est devenu la première cause de mortalité en France. Chaque année, plus de 350 000 Français apprennent qu'ils sont atteints d'un cancer et ce nombre augmente régulièrement. Chaque jour, 1000 nouveaux cas sont décelés. Chaque jour, 500 personnes meurent de cette maladie en France. Et pourtant, depuis des années, des efforts qui ont été engagés par beaucoup de ceux qui sont ici présents dans cette salle ont trouvé leur récompense. Et en France, on guérit près de 45% des cancers. C'est un encouragement pour tous ceux qui sont confrontés à la maladie, mais également pour tous ceux qui ont conjugué leur volonté et leur énergie pour que la souffrance recule et pour que la maladie soit vaincue. Je veux saluer la mobilisation de tous, médecins, professionnels, associations, et en particulier la Ligue contre le cancer et la Fondation ARC pour la recherche. Mais ces résultats doivent également aux décisions qui ont été prises par l'État durant les dernières décennies. Je pense aux États généraux du cancer lancés par Lionel Jospin, qui ont préparé la création de l'Institut national du cancer, voulu par Jacques Chirac en 2004. L'INCa est désormais une structure originale, sûrement, mais qui regroupe et anime recherche, soins, sciences humaines et sciences sociales. Elle est considérée, soyez-en fiers, Madame la Présidente, comme un modèle pour l'Europe et comme une référence pour d'autres grandes pathologies qui touchent nos compatriotes. Je veux saluer le travail de tous, de vous, Madame la Présidente, de ces travaux que vous continuez à mener, et votre colloque d'aujourd'hui en est la preuve. Depuis 2003, 2 plans cancer se sont succédés. Le deuxième, décidé en 2008 par Nicolas Sarkozy, arrive bientôt à son terme. Je veux en faire l'évaluation. D'abord pour souligner les progrès incontestables qui ont été réalisés. Mise en commun des données et des personnels, création de référentiels de traitement, rapprochement entre les équipes de recherche et les lieux de soins,
mise en place de plateformes régionales de biologie moléculaire et de centres d'essais cliniques de phase précoce. Voilà ce qui, pendant des années, a pu être obtenu dans notre pays grâce à l'action de tous dans le cadre de ces 2 plans cancer. Mais par-delà ces avancées, le temps de nouvelles décisions est venu, certes pour conforter les acquis, mais aussi pour nous préparer aux nouveaux enjeux liés aux progrès médicaux. Ce sont les avancées qui justifient qu'il y ait un 3e plan cancer dont j'annonce aujourd'hui le lancement. J'ai demandé à Jean-Paul Vernant, professeur d'hématologie à l'Université Pierre et Marie Curie, d'en coordonner la préparation. Il sera piloté par les 2 ministères concernés, le ministère des Affaires sociales et le ministère de la Recherche. Sa mise en œuvre sera assurée par l'INCa. Ce plan s'ordonnera autour de 5 grandes priorités que je suis venu ici vous présenter. La première, c'est la prévention. Il y a la prévention primaire qui s'appuie sur 2 instruments majeurs, l'information et l'épidémiologie. L'information, pour être efficace, doit être ciblée, elle le sera. Elle s'adressera aux populations les plus jeunes, dès l'école. Et je pense notamment à la lutte contre le tabagisme et contre l'alcoolisme, qui sont des plaies d'autant plus béantes que ces consommations arrivent tôt dans la vie. L'épidémiologie contribue, elle, à détecter les facteurs environnementaux ou personnels impliqués dans le développement de la maladie. Cet instrument sera renforcé. Ensuite, il y a la prévention que l'on dit secondaire, en d'autres termes, le dépistage. Cette prévention reste encore très insuffisante, malgré, là encore, beaucoup d'efforts qui ont été menés et engagés ces dernières années. 1 personne sur 3 seulement se soumet au dépistage du cancer du côlon. 1 femme sur 2 seulement à celui du cancer du sein. Ces campagnes seront donc renforcées et elles auront d'autant plus de succès que s'affinera la qualité des diagnostics et que ces campagnes concerneront toutes les catégories sociales et tous les territoires. Car vous l'avez démontré, les inégalités sont cumulatives. Ce sont les populations les plus modestes, dans les territoires les plus éprouvés par la crise, qui sont non seulement frappés, mais qui sont éloignés des mesures de prévention, des centres de soins et parfois même des traitements d'excellence. À tel point que le risque de mourir d'un cancer entre 30 et 65 ans est 2 fois plus élevé chez les ouvriers que chez les professions libérales. Ce phénomène a de multiples causes, nous les connaissons. Différence d'accès à l'information, pratiques à risque, exposition à des substances toxiques qui sont la cause de nombreux cancers. Eh bien, le plan comportera des dispositions pour prévenir les risques professionnels à travers des schémas régionaux pour la santé au travail. Il veillera aussi à réduire les inégalités dans l'information, le dépistage, l'éducation, l'accès aux soins, les traitements. Le plan cancer sera un plan de lutte contre les inégalités. La seconde priorité, c'est la recherche. Chacun conçoit qu'elle est essentielle, et dire cela est une évidence. Mais elle doit être globale, partir de l'identification des causes et se poursuivre jusqu'au chevet du patient, et même au-delà, une fois les traitements terminés. Pour l'appuyer, cette recherche, la puissance publique poursuivra 2 objectifs dans le prochain plan cancer. Premier objectif, le développement de la médecine personnalisée.
c'est-à-dire de la médecine qui se réfère à la biologie, sélectionne le traitement le mieux adapté à la personne malade. Ce choix est exigeant. Il suppose que l'État mette en place des infrastructures technologiques souvent très lourdes, notamment le séquençage à haut débit. Cette médecine nécessite aussi des lieux de stockage des données et la présence de personnes hautement qualifiées. Je pense notamment aux bioinformaticiens qui doivent analyser et interpréter les données. Donc, il y aura un développement de la médecine personnalisée. Mais la recherche sera également tournée vers un autre objectif, celle des structures de recherche et de soins rapprochées. Je n'ai pas dit regroupées, j'ai dit coordonnées. Car si la recherche en cancérologie se fait pour le malade, elle se fait aussi avec le malade. Les patients sont les acteurs de leur propre traitement. Ils doivent avoir accès aux soins innovants. Ils doivent aussi, s'ils le souhaitent, participer aux essais cliniques. Et là est une rupture considérable par rapport au passé ou par rapport à un certain nombre de nos préjugés. Et je me réjouis qu'au cours de ces 4 dernières années, le nombre de patients participant à ces essais est augmenté de plus de 60%. C'est le témoignage des avancées de la recherche, c'est aussi la preuve que soins et recherche peuvent se confondre, et c'est également la démonstration que les patients veulent être partie prenante de la recherche, qui peut les concerner, mais qui peut également apporter des bienfaits à d'autres. Troisième priorité, la prise en charge. Elle est aujourd'hui bouleversée par 2 phénomènes. D'abord, le vieillissement de la population. Avec l'âge, la fréquence du cancer augmente, mais l'on vit plus longtemps avec le cancer. La cancérologie s'adressera donc de plus en plus à des sujets fragiles, et avec le temps gagné grâce au traitement du premier cancer, il peut survenir parfois des années, bien des années plus tard, un deuxième cancer. Donc, il doit y avoir un suivi, une prise en charge des patients dès qu'ils ont été atteints par la maladie. Le deuxième phénomène, c'est la mutation des thérapeutiques. Le XXe siècle avait été celui de la chirurgie, le XXIe sera celui de la médecine et des techniques dites non invasives, c'est-à-dire à l'imagerie, aux ultrasons, mais aussi aux médicaments innovants, aux chimios administrés non plus par des rayons, mais par la voie orale. L'accès pour tous à des soins de qualité est donc devenu une priorité. Et c'est la qualité de la prise en charge initiale qui fera que l'avenir de chaque patient pourra être modifié. Le cancer va devenir une maladie chronique, c'est-à-dire avec une prise en charge de plus en plus au domicile. Dès lors, nous devons repenser les lieux d'accueil des patients afin qu'ils soient d'abord multidisciplinaires et articulés avec la médecine de ville. Associer davantage le médecin traitant dans la prise en charge hors de l'hôpital. D'une certaine façon, c'est une révolution qui est en train de se produire, compte tenu du caractère chronique de la maladie et compte tenu du fait qu'elle peut être soignée hors des structures de l'hôpital. Nous devrons donc concevoir un dispositif précis de financement qui puisse prendre en compte à leur juste coût les activités ambulatoires en cancérologie et en particulier les soins innovants. Le 3e plan cancer intégrera donc cette dimension. La 4e priorité, c'est la formation. Il y a eu des progrès, je l'ai souligné ces dernières années, dans tous les domaines et notamment pour augmenter le nombre de médecins spécialisés en oncologie. Et pourtant, il y a encore trop d'insuffisances. Il convient donc de faciliter les passerelles entre les spécialités médicales,
La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche formulera sur ce sujet de formation et de passerelle des propositions dans le cadre du 3e plan cancer. La formation, c'est aussi celle du médecin généraliste, dont on voit qu'il va jouer un rôle de plus en plus grand dans le suivi et le traitement de la maladie. Le soutien, le dialogue indispensable avec l'entourage, tout cela fait partie de la vocation du médecin de famille, du médecin traitant. Et dès lors que la médecine ambulatoire en cancérologie va avoir une place plus grande, le médecin traitant aura lui aussi un rôle plus élevé. Il convient donc de former les médecins et d'intégrer cette sensibilisation à la situation d'un patient atteint d'un cancer davantage qu'aujourd'hui. Je salue l'initiative prise par certaines universités de développer d'ores et déjà un enseignement en présence de patients, de leurs familles, pour les médecins, et ces exemples-là peuvent servir de référence. Ils seront non seulement soutenus, mais généralisés. Le futur plan cancer sera aussi un plan de formation. Enfin, la dernière priorité, c'est la vie pendant et après le cancer. Notre objectif, toujours dans l'esprit de lutter aussi contre les inégalités, c'est d'assurer, comme le dit si bien la présidente de la Ligue contre le cancer, la continuité de la vie, et notamment de la vie professionnelle. Une campagne d'information sera donc lancée par le ministère du Travail sur la reprise d'une activité pour les salariés, qu'ils soient malades ou guéris. C'était la mesure, je crois, 29 du 2e plan cancer. Il est plus que temps de l'appliquer. Parler des conséquences humaines, sociales d'une maladie chronique comme le cancer, c'est traiter non seulement de l'accessibilité aux formations, au travail, mais également de la possibilité de souscrire des prêts ou d'être couvert par des assurances. Car l'inégalité la plus insupportable, c'est celle qui écarte des malades ou des personnes guéries du cancer des lieux de vie où ils devraient être accueillis en priorité. La dernière convention dite AERAS a été signée le 1er février 2011. Depuis quelques mois, des indicateurs de suivi de ces dispositions ont été introduits, c'est bien. Mais cette couverture doit être encore améliorée sur la base d'une évaluation scientifique des risques. Les résultats de ces travaux seront connus, je crois, début de l'année 2013, et je veillerai personnellement avec le gouvernement à ce que ces conclusions puissent être traduites dans la vie concrète. Car il convient de respecter la dignité des malades. Nous le disons tous. Et donc de ne pas les considérer comme des malades lorsqu'ils ne le sont plus. Pas davantage comme des convalescents en sursis, mais comme des patients qui doivent être d'abord regardés comme des citoyens valides et actifs. Je sais qu'hélas, trop de malades sont des enfants, victimes eux aussi du cancer. Là encore, nous devons accueillir davantage et améliorer l'encadrement et le suivi. Permettre aux enfants touchés par la maladie d'entrer à l'hôpital ou au domicile tout en suivant l'enseignement de leur établissement ou en tout cas bénéficiant d'un accompagnement scolaire. Je salue d'ailleurs tous ceux qui s'y dévouent et qui, souvent bénévoles, contribuent jour après jour au succès de ces enfants aux examens. L'année dernière, 1500 enfants ont bénéficié d'un projet d'accueil individualisé, un peu moins de 1200 d'une aide pédagogique à domicile. C'est trop peu. Dès lors, le 3e plan cancer
toujours dans l'esprit de lutter contre les inégalités aux plus jeunes âges de la vie. Le troisième plan s'attachera à favoriser le retour sur les bancs de l'école de ceux qui ont dû s'en absenter pour suivre un traitement. À tous les âges de la vie d'une personne, comme d'ailleurs à tous les moments de la vie d'une nation, se battre contre la souffrance, lutter contre le mal et la maladie, faire que la personne l'emporte sur le patient. Voilà des causes qui nous élèvent, qui nous rendent plus grands que nous ne sommes et qui font que nous croyons à l'espérance humaine. Ici, vous consacrez votre temps, je le sais, votre travail, votre talent, à cette grande cause qui est de lutter contre le cancer. Avec le troisième plan, qui sera donc préparé tout au long de l'année 2013 et mis en œuvre à partir de 2014, l'État sera à votre côté pour donner les moyens à la médecine d'avancer, à la recherche de progresser, à la dignité humaine de prévaloir, pour ne pas ajouter aux inévitables malheurs de la douleur physique, les drames, qui eux sont évitables, de la discrimination et de l'injustice. Ensemble, j'en suis convaincu, l'État, les médecins, les professionnels, les personnels qui se dévouent pour la santé, où qu'ils travaillent, les chercheurs, et je n'oublie pas le rôle majeur des associations, oui, ensemble, nous pouvons donner aux malades, à leurs familles, à tous les Français qui s'inquiètent aussi pour eux-mêmes, en se posant cette question, est-ce que moi aussi, à mon tour, je peux être touché par le mal? Eh bien, nous pouvons, à travers cette mobilisation, à travers ce plan qui s'esquisse, à travers ce rassemblement de toutes les énergies, nous pouvons donner des raisons de lutter et surtout d'espérer. Mesdames, Messieurs, la force de l'humanité, c'est d'être capable de vaincre, par ses moyens propres, le mal où qu'il soit, où qu'il se situe, et quelles qu'en soient les causes. Et dès lors que nous avons cette confiance dans le ressort de l'humanité et que nous sommes également conscients du rôle de la France, alors lutter contre le cancer est non seulement notre honneur, le vôtre, mais surtout notre devoir, celui de l'État. Merci.